Voilà un mois que la guerre fait rage en Europe. Combien de temps va-t-elle encore durer? Et quelle réaction le conflit en Ukraine suscite-t-il en Russie, mais aussi bien plus loin, en Syrie et en Israël? Bienvenue dans Arte Reportage. Ils savent mieux que quiconque ce que les Ukrainiens vivent actuellement. Car les Syriens, eux aussi, se sont fait bombarder par Poutine et eux aussi espèrent que le monde va enfin les aider. Loi du retour oblige, l'État hébreu accueille à bras ouverts les Juifs ukrainiens. À la clé, un passeport israélien et une allocation substantielle pour un nouveau départ. Pour Poutine, les choses se compliquent. L'Occident fait pour l'instant preuve d'une unité sans précédent face à Moscou. Et l'offensive militaire en Ukraine semble marquer le pas. Après avoir subi de lourdes pertes, les troupes russes ont parfois perdu du terrain et rencontrent visiblement de sérieux problèmes d'approvisionnement. Ces infos filtrent-elles en Russie et comment les Russes jugent-ils le conflit? Vladimir Vazak a pris le pouls du pays. Voici son reportage. Icône du rock soviétique des années 80, les titres de Viktor Tsoï résonnent encore plus aujourd'hui. Sur ce mur de Saint-Pétersbourg, un appel au changement, mais aussi la lettre Z, le symbole des soldats russes en Ukraine. Deux signes d'une société divisée entre ceux qui soutiennent Vladimir Poutine et ceux qui osent encore dire non à la guerre. Dans son appartement sous les toits, Sofia Sinitskaya est déprimée. Elle qui écrit des romans historiques a conscience qu'elle est en train de vivre des heures noires que personne n'oubliera, ni elle, ni sa cousine ukrainienne avec qui elle est en contact. Voilà mon dernier échange avec ma cousine Tania. J'écris « Tania, Beliatsarka a été bombardée ?» Elle est là-bas, dans la banlieue de Kiev. Elle me répond « Oui. » Tu étais à la maison ou dans les abris? À la maison. Il y a des morts, il y en a qui sont bloqués sous les débris? C'est un bâtiment civil qui a été touché, 3 morts et 11 blessés. On ne comprend pas ce qui est arrivé. Pourquoi? Dans quel but on bombarde ces villes? Si j'aime mon pays, je ne peux pas rester silencieuse, c'est naturel. Mais je comprends que mes propos, certains, peuvent ne pas du tout les apprécier. Et cela devient très dangereux. S'exiler? Je serais plus sereine si mes enfants pouvaient être en ce moment ailleurs. Mais moi, personnellement, je veux rester avec mon pays et avec mon peuple. Ici, ce sont mes parents, ma maison, Saint-Pétersbourg. L'ordre règne sur la perspective Nevsky. Les policiers veillent, prêts à arrêter quiconque oserait manifester contre la guerre. De nouveaux drapeaux russes ont été accrochés. L'embrigadement des esprits est en route en s'appuyant sur la mythique victoire de 1945 qui offrirait au régime de Vladimir Poutine une légitimité pour attaquer l'Ukraine. Mais depuis la fin de l'URSS, le pays s'était ouvert et Viktor Tsoï en était le symbole. Tous les Russes connaissent ces paroles. Il parlait toujours de la liberté de ses pensées et de ses actions. Des questions pour aujourd'hui.
Si on regarde notre vie, on ne peut pas parler de la liberté. Oui, il nous faudrait des gens, pas seulement des gens de l'élite, mais des gens normaux, des personnalités qui sont capables d'ouvrir les yeux aux gens. En s'éloignant de Saint-Pétersbourg et de son intelligentsia, nous retrouvons Marat, que nous avions rencontré il y a quelques années alors qu'il était guide touristique. Il ne tient pas à être filmé près de chez lui et choisit un lieu qu'il aime, une église restaurée par les Finlandais. La relation de la Russie avec ses voisins est importante pour lui. La Finlande est certainement inquiète face au comportement de la Russie. Et on peut comprendre leur volonté d'entrer dans l'OTAN. Parce qu'avec un voisin comme nous, il n'y a pas d'autre solution. Les Russes ne sont pas responsables des actes de l'État. C'est à Poutine qu'il faut demander des comptes. Tous ces principes, ces idées sont en contradiction avec la culture et les valeurs européennes. C'est pour ça que l'État russe n'arrive pas à vivre en paix avec des voisins, alors que les gens normaux ne demandent qu'à vivre en paix. Personne ne veut se battre. Les Ukrainiens, ce sont nos frères pour l'éternité. Cela a toujours été ainsi et cela va rester comme ça. Mais un jour, il faudra que le peuple se repentisse de cette agression pour retrouver la paix. On entre dans cette Russie profonde, tenue d'une main de fer par le système. Veliki Novgorod est fière d'être la plus ancienne des villes de Russie. La glace se déchire à chaque degré gagné. Il ne faut pas déranger les mariés avec la guerre. Ils jettent la clé du cadenas qui vient de sceller leur amour et ils partent vers leur nouvelle vie. Dans l'enceinte du Kremlin, quelques touristes autour d'un guide volubile. La tentation est trop forte, il faut leur parler de ce qui se passe en Ukraine. On se trouve ici dans ce lieu que l'on appelait au Moyen-Âge la terre de Novgorod. Là, en voyant ce qui se passe, je vous donne ma vision personnelle depuis Novgorod, je vois ça comme un conflit entre les deux princes, celui de Moscou et celui de Kiev. Dieu merci, on n'est pas à l'épicentre ici. Chez nous, tout va bien. On restaure notre Kremlin du XVe siècle. Chez nous, tout va bien. Filmer et montrer la vie à Veliki Novgorod. Au revoir. On est content que vous soyez venus chez nous. Et on sera encore plus content le jour où l'on pourra à nouveau venir chez vous. Allez, restons amis. Depuis le 24 février, toutes les institutions publiques ont dû se mettre au service de la cause. Les recteurs des universités ont signé une déclaration de soutien à l'opération militaire. Nous avons demandé à rencontrer celui de Novgorod sans succès. Mais devant le bâtiment, certains acceptent de parler avec prudence. Beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord et qui postaient en ligne ce genre de déclaration, ils quittent maintenant la Russie. Autour de moi, dans le secteur des nouvelles technologies, beaucoup quittent déjà le pays. Le monde académique russe va maintenant se tourner vers d'autres coopérations. Où voyez-vous un isolement? Si on regarde nos collaborations avec l'Afrique, l'Inde, la Chine, nous ne sommes pas isolés. On parle d'isolement par rapport à l'Occident, oui, c'est une réalité. Il y en aura, mais cet isolement nous pousse dans les bras de nos partenaires en Asie. Et alors, on va prendre cette direction pour évoluer. Au cours de ce voyage à travers la Russie en guerre, nous avons cherché à entendre la voix de ceux qui dirigent le pays. Le gouverneur de la région de Novgorod, sorte de premier ministre local, nommé par Vladimir Poutine, a accepté de nous recevoir dans sa résidence de campagne sécurisée. Économiste de 42 ans, rompu aux techniques de communication, il joue d'abord la carte affective. Ma mère est ukrainienne. Pour moi, tout ça, c'est la même culture. Je parle russe, mais je parle aussi un peu ukrainien. Pour moi, il s'agit d'un seul et même peuple. Et moi, je fais partie de ce peuple unique. Et je n'arrive pas à comprendre comment tout cela est arrivé. Cette division.
Et face à un journaliste français, il se place sur le terrain culturel. C'est la culture européenne qui va s'appauvrir si elle s'isole de la Russie. Mais nous, on ne va pas se couper du monde. S'isoler de la culture française, mais aussi de Goethe, de Schiller ou de Shakespeare. Non, on ne le fera pas. Mais le monde est beaucoup plus grand que l'Europe. Et peut-être qu'on va en profiter. On va mieux comprendre d'autres cultures. Mais ce qui est certain, c'est que l'on ne va rien perdre dans cette situation. Au contraire, on va s'enrichir. Cette Russie dite éternelle, avant de s'ouvrir sur d'autres cultures, elle est avant tout repliée sur elle-même, immuable, dans la misère de la Glubinka, ces campagnes où l'on vit toujours aussi mal. Si nous faisons un détour par le faubourg d'Okulovka, c'est parce qu'y trône une statue du chanteur Tsoï, chevauchant une moto. Le héros de la contre-culture soviétique s'est tué en voiture en 1990, mais qu'importe. Et dans ce faubourg dont la tristesse n'a d'égal que la laideur, la population suit les événements à la télévision, aux mains du pouvoir. Vous voulez que je vous dise les choses franchement? Des prostituées politiques, c'est ça qu'ils sont. Et qui? L'Occident. Ils sont comme ça depuis des siècles, depuis que la Russie existe. Dès qu'elle est née, ils ont cherché à nous attaquer. Moi, je regarde la télé, mais je n'écoute pas les radios occidentales. Ils n'arrêtent pas de nous agresser, de nous salir. Alyonka, dis-leur que l'Europe, c'est le petit soldat des Américains. Bon, d'accord. On s'excuse. On est pressé. Mais pour vous, qu'est-ce qui se passe? C'est un cauchemar, ce qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut dire dans notre pays? Allez, on y va. Excusez-nous. Les gens ici sont avant tout préoccupés par l'augmentation des prix. Ils passent des heures devant la télé et pour eux, l'armée ukrainienne se comporte mal. Regarde ce qu'ils font. On nous montre ça à la télé. Ils mettent leur armement en pleine ville, dans les petites ruelles, et ils tirent. Ouais, j'ai vu ça, ça a été montré à la télé. Ils se cachent derrière les civils. Ils ont peur de nos soldats, ils ont peur de mal finir. Et quand on commence à les pousser, ils abandonnent leur armement américain. Ils ont tout laissé, ils abandonnent tout. Oui, j'ai aussi vu ça à la télé. Ils ont la trouille, ce ne sont pas des combattants. Les munitions sont chargées. Les réservoirs d'essence sont pleins des deux côtés. Vous voyez aussi les capteurs de chaleur. Là, vous voyez qu'ils sont en train de remplir les réservoirs. Mais voilà, l'hélicoptère K-59 est pratiquement prêt à décoller. Au café Caravane, la télé ne parle que de ça, entre reportages hystériques et débats enflammés, avec un intervenant cravaté aux couleurs de la Russie. Plus sérieusement, le numéro 2 de la Douma, le Parlement de la Russie, tombe le masque sur les intentions du pays. Cela n'aurait aucun sens d'avoir commencé tout ça, cette opération, sacrifiée autant, juste pour prendre le contrôle de quelques régions, au-delà de Donetsk et Lugansk. Mon idée est très simple. Je pense que la Russie doit retrouver ses frontières historiques, ce que nous ferons. Elles n'écoutent pas ce discours va-t-en-guerre, ces trois jeunes femmes venues en train de Saint-Pétersbourg. Elles ont déjà compris que c'est le peuple qui allait payer le prix des sanctions occidentales. C'est injuste, parce que les gens normaux ne sont pas impliqués dans la politique. On n'a aucun moyen d'influencer les événements qui se passent en ce moment entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est nous qui allons souffrir en premier. Et on va continuer à souffrir, ça va durer. C'est triste.
On n'a aucun moyen d'influencer la situation politique. On ne peut que regarder en soupirant, en déprimant, en perdant nos nerfs et en encaissant une énorme vague de critiques négatives venues de nos proches, de nos amis en Occident. Ils nous présentent comme des ennemis alors qu'en réalité on n'a rien fait de mal. Voilà. Cela fait des années que l'on dit que le temps s'est arrêté dans ces campagnes frigorifiées. Les 22 ans de pouvoir de Vladimir Poutine n'y ont rien changé. Mais depuis, Internet est arrivé partout. Alors, si les plus anciens restent accrochés à la première chaîne, la voix du Kremlin, d'autres se sont ouverts à de nouvelles sources d'informations, même si elles en deviennent parfois confuses. Moi, je crois que ce ne sont que des mensonges. La plupart des émissions, surtout à la télé, la première chaîne, moi, je ne les crois pas. Voilà, je vous dis ce que je pense. Et ce que l'on voit sur Internet, c'est affreux. Mais ce n'est pas clair. Dans la plupart des cas, on n'arrive pas à comprendre où est la vérité, où est le mensonge. Il faut faire des efforts pour s'en sortir. Allez, voilà, je rentre. Sa maison est aux couleurs de l'Ukraine. Et comme il dit à l'époque soviétique, on prenait les couleurs qu'on trouvait. Sur la route vers Moscou, Vyshny-Volotchok, une jolie ville qui a connu son heure de gloire bien avant la Révolution. Aujourd'hui, elle se meurt, son patrimoine tombe en ruine, à l'exception de la cathédrale de l'Épiphanie. Le dimanche matin, il y a toujours du monde sur le parvis et il suffit de tendre un micro pour écouter ces gens qui ne sourient plus. On ne voulait pas cette guerre. Moi, personnellement, je ne la voulais pas. Mais si elle est commencée, alors il faut se battre. Battre le nazisme. Je ne sais pas si en France, vous savez que le fascisme, le nazisme, s'est épanoui en Ukraine. Ils se moquaient de nous depuis des années. Ils nous ont encerclés de tous les côtés. Ils veulent nous empoisonner. Alors il a raison, notre commandant suprême. Il fait tout ce qu'il faut. Mon fils, il fait son service militaire en ce moment. Ça fait 2-3 mois qu'il fait son service et ils l'ont envoyé là-bas se battre. L'Église orthodoxe est aussi entrée en guerre aux côtés de Vladimir Poutine. Le 6 mars, le patriarche Kirill a justifié l'action au nom d'une guerre sainte contre un Occident dépravé, puisqu'il organise des Gay Pride. Le père Igor a lu ce texte venu de sa hiérarchie et manifestement il est gêné. Cette question, ce n'est pas au niveau de ma compétence. Je peux vous dire une chose. Nous, on est là pour prier. On a eu cette bénédiction du patriarche pour prier, pour que la paix revienne. Mais le reste, c'est une question politique, une question juridique, financière. Cela ne touche pas l'Église. Cela ne doit pas toucher l'Église. À mots ouverts, il désavoue son patriarche. La nouvelle autoroute qui relie Saint-Pétersbourg à Moscou est gérée par l'entreprise française Vinci. À l'entrée de la capitale, Ikea est fermé, mais Auchan est encore ouvert. Sur les panneaux publicitaires, revoilà le Z. Il y est écrit que les soldats sont des héros qui agissent pour l'avenir de la Russie. Sur Commerçante FM, encore relativement indépendante, les infos de ce dimanche parlent des manifestations contre la guerre. Похожие несогласованные с властями акции проходят и в других городах. Правозащитный центр УВД-Инфо, признанный иноагентом, сообщает о задержаниях в 27 российских городах. Всего, по данным правозащитников, в списке задержанных попали около 350 человек, из них более 130 в Москве. Жители Ижевска решили исполнить песню «Пусть всегда будет солнце» и поводить хоровод. Но полиция посчитала это незаконным.
Et parmi les centaines d'arrestations, il y a une figure, celle de Svetlana Ganouchkina, une des dernières voix libres, interrogée au poste le 6 mars, le jour de ses 80 ans. Aujourd'hui, on est du côté du mal. Aujourd'hui, on joue le rôle de ceux que l'on combattait à l'époque, et non l'inverse. Et c'est affreux de le constater. L'un des premiers souvenirs de mon enfance, c'est à la fin de la guerre. Ces prisonniers allemands que l'on avait fait passer dans ma ruelle. Et je garde toujours à l'esprit ce premier souvenir d'enfant. Je vois quelqu'un qui a fait quelque chose de terrible. Les visages sont gris, les têtes baissées, les manteaux sont gris. Ces gens qui marchent et qui ont fait des choses très graves. Et de l'autre côté, le petit être humain que j'étais alors, qui avait de la pitié. Mais est-ce que quelqu'un aura un jour de la pitié pour les nôtres ? Dans la touristique rue Arbat, les graffitis « Niet Wojnie » non à la guerre sont consciencieusement effacés. Le mur, peint en hommage au rocker Tsoi, est toujours autant photographié. Son message demandant la paix et les changements est bien vivant. Les boutiques de souvenirs vendent des t-shirts à son effigie, mais aussi des bustes de Vladimir Poutine et déjà le Z de la guerre. Voilà, Vladimir, vous rentrez tout juste de Russie et la première question que j'aimerais vous poser, c'est dans ce pays plus isolé que jamais, avez-vous pu travailler librement ? La réponse, c'est peut-être paradoxal, mais la réponse, c'est oui. Oui, parce que je suis entré dans ce pays avec un visa que j'ai et une carte de presse délivrée par le ministère des Affaires étrangères russe. Donc je suis citoyen d'un pays, la France, qui n'est pas en guerre contre la Russie. Donc il n'y a aucune raison légale de m'interdire, de m'empêcher de travailler. En revanche, ce qui est certain, c'est que sur place, sur le terrain, il n'y a pas d'observation particulière, on ne se sent pas surveillé particulièrement. On n'est pas dupe, on sait aussi que ça passe par les téléphones et par d'autres équipements technologiques aujourd'hui, mais on ne se sent pas suivi comme ça. En revanche, il faut faire maintenant très très attention à nos interlocuteurs en Russie, aux gens avec qui on travaille en Russie. Il faut éviter de prononcer le mot guerre, il ne faut pas les mettre en difficulté. Ça, c'est certain que quelque chose a changé depuis le 24 février. On a vu dans votre reportage que de nombreux Russes soutiennent cette guerre contre le peuple frère. La population ne sait vraiment pas ce qui se passe là-bas ou elle préfère tout simplement l'ignorer. Je pense que pour la population russe, c'est peut-être plus facile de l'ignorer, mais en même temps, ils savent très bien ce qui se passe. Parce que depuis plus de 20 ans, depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir, ils sont gavés de cette rhétorique militaire avec la valorisation, la survalorisation de la victoire de 1945, qui donne cette légitimité historique à la Russie pour intervenir en Ukraine. Donc, ils savent ce que c'est que la chose militaire. Il y a une militarisation des esprits, même des enfants. Eh bien, les Russes, aujourd'hui, quand ils voient les reportages à la télévision avec des reporters sur place qui disent « oui, notre armée est prête, on y va », eh bien, ils savent très bien que leur pays est entré en guerre. Même si la propagande de Poutine semble porter ses fruits, avez-vous le sentiment que cette guerre marque quand même un tournant pour la Russie ? En clair, est-ce qu'il y aura un avant et un après ? C'est effectivement pour moi un des points les plus importants. C'est-à-dire que quelque chose s'est rompu, quelque chose s'est cassé dans les relations que nous, les Européens, ont pu essayer tout ce que nous avons pu essayer de faire depuis des années, c'est-à-dire de construire une coopération, d'écouter, de dialoguer, de rencontrer les Russes. C'est certain que tout ça, ça va être beaucoup plus difficile à l'avenir. La coopération culturelle, on peut faire une croix dessus au moins pour une dizaine d'années de purgatoire. Ça va être très difficile maintenant de parler de la Russie de façon positive ou constructive. Eh bien, là, il y a quelque chose qui s'est cassé. Et puis, je suis convaincu que quelque chose s'est cassé dans la société russe, parce que dans la société russe, il y a tellement de gens qui sont d'origine ukrainienne, qui ont de la famille en Ukraine et qui ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Et les gens ne sont pas dupes. Depuis 22 ans que Vladimir Poutine est au pouvoir, les Russes sont de plus en plus informés, ils ont accès à Internet partout, ils savent très bien ce qui se passe et ils ont parfaitement compris.
Merci beaucoup, Vladimir. Merci Vladimir pour vos commentaires et votre reportage. Tournons-nous maintenant vers un pays pour qui la réalité de la guerre en Ukraine a un air de déjà-vu, la Syrie. Là, depuis 2015, en soutien à Bachar al-Assad, l'armée russe bombarde les civils. Les États-Unis redoutent que Poutine n'en vienne à utiliser des armes chimiques en Ukraine, comme ce fut le cas en Syrie. Et c'est vrai que ces dernières années, le maître du Kremlin a pris l'habitude de franchir les interdits sans jamais être inquiété. Aurait-il osé envahir l'Ukraine si on l'avait stoppé en Syrie ? C'est l'une des questions que se posent les habitants d'Idleb, la dernière enclave rebelle au régime syrien. Reportage Suzanne Allan et Yaman Khatib de Découpage. Attention, des images peuvent choquer. Les habitants d'Idleb, dernière enclave tenue par l'opposition à Bachar al-Assad, célèbrent le 11e anniversaire de la révolution. Mais cette année, un autre pays est à l'honneur, l'Ukraine. Là-bas, comme en Syrie depuis 2015, les villes sont détruites à l'artillerie lourde par l'armée russe. Aziz a sa façon à lui de résister et s'exprime autrement. Avec ses amis, il commente l'actualité syrienne et internationale à travers des messages peints sur les murs, qu'il partage ensuite sur les réseaux sociaux. On arrive ainsi à trouver un espace au milieu de nos souffrances pour montrer notre solidarité avec tous les peuples opprimés du monde. Salut les gars, comment allez-vous? Alors vous écoutez les infos? Quoi de neuf? Aux infos, ils disent qu'en Ukraine, il se passe la même chose qu'en Syrie. À quel niveau? Des déplacements de population. Le monde entier a été surpris par ce qui se passe en Ukraine, sauf nous les Syriens, parce qu'on vit ça au quotidien. C'est une politique délibérée de la Russie, et ce n'est pas nouveau. La Russie et les régimes oppresseurs nous ont toujours traités de terroristes pour justifier leurs crimes envers nous et pour empêcher les Européens de nous soutenir. Ils font la même chose aujourd'hui en Ukraine. Ils les traitent de nazis pour diaboliser leur image et pour décourager d'autres pays de les soutenir. Nous avons dessiné aujourd'hui l'ours russe. Sur la pellicule du film, on retrouve la Géorgie, l'Afghanistan, la Tchétchénie et la Syrie. Et en dernier, la scène ukrainienne qui montre des enfants contraints de fuir, comme cela se passe en Syrie depuis maintenant 11 ans. Descendez vers moi. Allez, en haut. Sur le côté. En haut. Mouna a 40 ans. Elle travaille dans la défense civile syrienne depuis 2017. Sa mission du jour, la prévention face aux risques liés aux mines antipersonnelles, larguées massivement par l'aviation russe en Syrie. Ces bombes à sous-munitions sont aujourd'hui également employées en Ukraine. La Russie, alliée de Bachar al-Assad, teste en Syrie depuis 2015 toutes sortes d'armes prohibées par les conventions internationales qui ont tué déjà plus de 23 000 civils. Vous êtes vraiment forts. Bravo, vous êtes des champions, mes chéris. Nous allons vous parler d'un sujet sensible. Si on trouve un objet au sol, quelque chose d'étrange qu'on ne connaît pas, peut-on le ramasser avec nos mains? Exact. Applaudissez-le. Alors, qui doit-on prévenir dans ce cas? Oui. C'est bien, tu es malin, car ça peut exploser, pas vrai? Et si ça explose, on peut perdre un bras ou une jambe. C'est pour cela qu'on ne doit pas le toucher, n'est-ce pas? Tu es intelligent. Qu'il repose en paix. Qu'il repose en paix, mon chéri. Bye.
Tous les hommes syriens racontent la même chose sur Facebook. Ils disent « C'est triste de voir ces femmes ukrainiennes devoir combattre pendant que les nôtres passent leur temps sur Facebook. » C'est le plus important pour eux. C'est ce qui m'a fait le plus rire, ça. Ils ne parlent que de la beauté des Ukrainiennes. Regarde mes croissants. C'est toi qui les as faits? Ouais. Joli. En Syrie, on a vécu beaucoup de situations avec des doubles frappes sur les hôpitaux et les écoles. Par exemple, ils frappent un hôpital, puis reviennent le frapper une nouvelle fois. Les Ukrainiens doivent rester vigilants. Sinon, ceux qui viennent les sauver mourront aussi. Ils risquent de perdre là beaucoup de secouristes. Ils se fichent bien de tuer des civils, des femmes et des enfants. Le principal pour eux est de faire un maximum de victimes. Mon conseil aux secouristes ukrainiens est qu'ils documentent. Une caméra posée sur le casque peut être très utile pour ça, car elle documente tout en temps réel. Elle filme chaque mouvement. Le criminel doit savoir qu'il devra un jour rendre des comptes pour ses crimes. Laisse-la moi. Madame, laissez-lui l'enfant. Mon chéri, va mon chéri, pars, mon chéri. Ukrainiens, n'ayez pas peur, ne craquez pas, quelles que soient les atrocités que vous verrez. J'espère que vous resterez solidaires, vous allez résister et gagner. Un conseil que Mouna se donne également à elle-même. Elle est confrontée tous les jours au corps des civils broyés par la guerre. Tu as été blessé il y a 4 ans environ? Oui. Ça s'est passé où déjà? Dans la campagne nord d'Alep. On a ensuite été déplacés et j'ai été à nouveau blessé à ce moment-là à la main durant le bombardement de l'hôpital Al-Shami. Le bombardement sur l'hôpital Al-Shami? Oui, depuis, je ne peux plus ouvrir ni fermer la main. C'était un avion russe. Des frappes de missiles. Le directeur de l'hôpital est mort dans cette attaque. Oui, paix à son âme. Attention, attention. Voilà. Comme ça, c'est bien. Ce qui arrive en Ukraine se passe également en Syrie. Des bombardements, les gens qui fuient, les gens qui perdent tout et meurent. Ce qui se passe en Ukraine a réouvert nos blessures. C'est comme si on revivait la première page de notre histoire. Ce sentiment est partagé par Aziz, qui a peint cette fresque inspirée du tableau de Picasso, L'enfant à la colombe, en le rebaptisant L'enfant et la guerre. Qui sait où se trouve cette jeune fille? Qui sait où elle est? Dans son jardin, mais où? En Ukraine. C'est une petite Ukrainienne. Et qui la bombarde? C'est ça. Aziz sait que le sort de son pays dépend aussi de l'issue de la guerre en Ukraine. Si la Russie perd, Bachar al-Assad n'aura plus que l'Iran comme allié et sera enfin vulnérable. C'est aussi l'espoir du général Abu Taha et de ses hommes. À leur façon, ils soutiennent le combat des Ukrainiens pour la liberté. Quand j'étais général dans l'armée du régime, je ne voulais pas tuer des civils. Je ne voulais pas salir mes mains de leur sang. C'est pour ça que j'ai quitté le régime pour rejoindre la révolution. Les États-Unis et l'Europe paient aujourd'hui le prix du manque de soutien au peuple syrien. S'ils avaient soutenu la révolution syrienne durant ces 11 dernières années, la Russie n'aurait pas osé agresser l'Ukraine. L'implication de la Russie en Syrie a fait basculer le rapport de force dans le conflit. 87% des territoires qui étaient sous notre contrôle sont maintenant passés aux mains du régime. Tout ça à cause des armes puissantes promises par l'Occident, mais que nous n'avons pas reçues.
Nous suivons tous les informations sur la guerre en Ukraine. La guerre peut se transformer en conflit généralisé et devenir une troisième guerre mondiale. Nous devons nous tenir auprès des peuples opprimés en Ukraine ou ailleurs. Nous devons leur apporter notre soutien, que ce soit avec des armes, des forces armées ou par des mots, à tous les niveaux. Ce n'est pas parce qu'on est musulman qu'on ne doit soutenir que les musulmans. On est avec des gens de toutes les confessions. On est avec l'humain partout dans le monde. J'appelle les révolutionnaires ukrainiens à poursuivre leur combat contre les Russes et à ne pas compter sur les négociations ou les pourparlers, car cet ennemi ne tient pas parole. Il a fini par nous regrouper ici, dans une vie qui ressemble à la mort. Je dis à l'Occident que nous avons aussi besoin de soutien, comme celui apporté à l'Ukraine, car notre ennemi est le même. Et si cet ennemi est dispersé sur plusieurs fronts, alors il sera certainement vaincu. Les forces du régime épaulées par la Russie ne sont qu'à quelques encablures de cette ligne de front. Mais faute d'armes puissantes, impossible pour les combattants de tenter une attaque pour reprendre des territoires. Ils sont contraints d'adopter des positions uniquement défensives. S'ils n'aident pas l'Ukraine pleinement par les airs et ne font que les soutenir au sol, la Russie ira plus loin et occupera d'autres pays. Aujourd'hui, un Syrien sur deux est déplacé par les combats. Près de 6 millions d'entre eux ont quitté le pays. Beaucoup sont morts en mer en tentant de rejoindre l'Europe. Un réfugié sur 4 dans le monde est syrien. Quand on voit que les frontières européennes autour de l'Ukraine s'ouvrent aux réfugiés, cela nous rend heureux, car ces civils échappent à la mort. Mais j'aurais aimé que les portes du monde ne se soient pas fermées face aux réfugiés syriens. Des déplacements comme chez nous. Oui, exactement les mêmes scènes que chez nous. Tu crois voir des villes syriennes comme Marat, Khan Sheikhoun ou la campagne de Hama. Regarde, là il dit vouloir évacuer les civils. Mais au lieu de chercher à évacuer les civils, pourquoi ne fais-tu pas cesser ces destructions ? Tous les Syriens sont conscients que ce qui se joue aujourd'hui en Ukraine aura des conséquences chez eux et au-delà. Après 11 ans de guerre qui a fait au moins 500 000 morts, ils rêvent toujours de liberté et de dignité. Les Syriens ont beau avoir vécu les mêmes souffrances que les Ukrainiens, ils sont nettement moins bienvenus que ces derniers ne le sont en Europe ou en Israël. Car l'Ukraine possède une importante communauté juive d'environ 200 000 personnes. L'agence qui se charge des rapatriements des Juifs du monde entier a affrété plusieurs avions, aidés par de nombreuses associations israéliennes spécialisées dans l'organisation des évacuations. En Pologne, des bureaux d'immigration ont été installés en un temps record le long de la frontière ukrainienne. Cependant, tout le monde ne peut bénéficier de ce dispositif. Seuls les Juifs sont invités à venir et surtout à rester. Comment l'État hébreu gère-t-il sa plus grosse vague d'immigration depuis la chute du bloc soviétique? Un reportage de Stéphane Amar. Chaque jour, des milliers de civils ukrainiens fuyant la guerre transitent par le centre d'accueil de Medica, à la frontière polonaise. Dans ce flot continu de réfugiés, Alexei Gorelik cherche des Juifs. Je suis venu pour vérifier s'il y avait des Juifs ici. Dès que je trouve quelqu'un qui appartient à notre communauté, on le dirige vers nos services et on s'occupe de lui. Ingénieur à Jérusalem, Alexei effectue bénévolement une mission pour l'agence juive. Cet organisme, financé par l'État d'Israël et des dons privés, a envoyé des représentants dans tous les centres de réfugiés qui jalonnent la frontière ukrainienne.
Ça, c'est mon numéro de téléphone. Toute personne qui voit cette affiche peut m'appeler à n'importe quel moment, même à 3 heures du matin. Il y aura toujours une réponse. Lorsqu'il rencontre des réfugiés désirant se rendre en Israël, Alexei pose toujours les mêmes questions. Je m'appelle Alexei et je suis l'envoyé d'Israël ici. Je comprends que vous voulez aller en Israël. Votre père est juif, n'est-ce pas? Donc vous êtes la petite fille d'un juif. Oui. Et il y a un autre enfant de 15 ans. Oui, 15 ans. Vous avez les documents pour le prouver? Écoutez, je vais vous expliquer. Ma sœur s'est occupée d'obtenir les documents, tous les documents pour émigrer en Israël. Avant la guerre, nous sommes allés au consulat et puis la guerre a éclaté. Vous avez obtenu le visa? Nous devions obtenir le visa une semaine plus tard. Ok, c'est bon pour moi. Selon la loi du retour, chaque personne pouvant justifier d'au moins un grand-parent juif peut devenir citoyen israélien. Cette condition remplie, l'agent juif prend en charge intégralement le voyage vers Israël. Si tout se passe comme prévu, on va vous loger dans un hôtel. Là-bas, vous pourrez vous reposer et ensuite, on vous emmène en autobus à Varsovie. Comme la plupart des volontaires de l'agent juif engagés dans cette opération, Alexei est né en Ukraine. Il a immigré en Israël dans les années 90. Mon grand-père est né à Kiev, en Ukraine. Mon autre grand-père est né en Russie. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Pour moi, ce sont tous des frères. Oui, Roman? Tu te trouves où sur la frontière? Je vais vers le poste frontière de Medica. Un autobus doit arriver dans 4 ou 5 heures. Un autobus transportant des juifs ukrainiens doit arriver de Lviv, à moins de 100 km de là. Il mettra plusieurs heures à franchir la frontière. Je m'appelle Alexei. Je suis l'envoyé de l'agence juive en Pologne. Nous sommes très heureux que vous soyez sortis de cet enfer. Très heureux que vous soyez avec nous. Aujourd'hui, nous allons vous conduire à Varsovie et dans quelques jours, vous serez en Israël. À bord, des femmes, des enfants et des personnes âgées. Les hommes doivent rester en Ukraine pour défendre le pays. Elle vient d'une ville située en plein milieu des combats, Militopol. Comment elle a réussi à s'enfuir? Je ne sais pas. Elle a passé 6 jours sur les routes avec ses 3 enfants. Nous sommes entrés en contact avec la communauté juive de Militopol. La responsable de la communauté m'a donné le numéro de téléphone de quelqu'un qui s'occupe de l'immigration en Israël. Dès que nous avons pu sortir de Militopol, nous avons pris la route de Lviv, par nos propres moyens, et à partir de là-bas, ils nous ont pris en charge. Ce sera une nouvelle vie pour nous, une nouvelle patrie, un pays pour nos enfants. L'Ukraine sera toujours dans notre cœur. C'est très triste et ça fait mal à en pleurer. Maintenant, on aspire à la tranquillité, au bonheur et à la paix. Dès leur arrivée à Tel Aviv, au sein même de l'aéroport, les réfugiés juifs obtiennent la nationalité israélienne. La plupart d'entre eux ne retourneront pas vivre en Ukraine. Je suis venue en Israël pour commencer une nouvelle vie. Parce que c'est la guerre là-bas. Ça fait peur, vraiment peur. Je ne veux pas de cela pour mes enfants. C'est pour cela que je suis venue ici. Cela fait plusieurs années que nous pensions venir habiter en Israël. Venir, pas venir, nous hésitions. Et puis la guerre a éclaté et nous avons pris notre décision.
Quelques minutes seulement après leur arrivée, les Juifs ukrainiens signent déjà leurs papiers d'identité. Ils vont aussi toucher une aide financière conséquente, 1 500 € par mois et par personne durant la première année, pour se loger et se nourrir. L'État leur offrira également des cours d'hébreu et une formation professionnelle. Ici, ils reçoivent le premier versement de leur allocation en liquide. Ils reçoivent aussi une carte SIM et leur carte d'assurance maladie. Pour nous, ce sont des nouveaux citoyens, pas des immigrés. C'est leur maison ici. Ce tapis rouge pour les Juifs d'Ukraine contraste avec le statut des réfugiés non juifs. Le gouvernement israélien a accepté d'en accueillir 25 000 à condition qu'ils aient des proches sur place. Pour eux, ni aide financière ni couverture sociale. Ces images de réfugiés dormant à même le sol dans l'aéroport de Tel Aviv ont scandalisé les défenseurs des droits de l'homme. Zoé Gutzeit dirige un dispensaire qui soigne gratuitement les migrants. Elle milite pour une égalité de traitement entre tous les réfugiés. On ne leur fournit aucune aide. On les laisse entrer et on leur dit « débrouillez-vous ». Ces derniers jours, nous avons lancé un appel avec d'autres organisations qui ont l'expérience des difficultés rencontrées par les réfugiés des autres pays. Nous avons demandé à corps et à cri la mise en place d'une aide sociale minimale. Nous disons à l'État, puisque vous leur permettez d'être ici, permettez-leur de vivre ici. L'État d'Israël favorise les Ukrainiens juifs, car pour lui, l'immigration juive, l'Alia, constitue une priorité absolue, presque sa raison d'être. Pour les plus religieux, elle concrétise même une prophétie biblique, le rassemblement des exilés. Voilà pourquoi ces jeunes Israéliens accueillent en héros les réfugiés ukrainiens. Toutes les deux, nous avons aussi fait notre alia. Moi, d'Australie, elle, des États-Unis. Toute ma famille est encore en Australie et mon rêve, c'est qu'ils viennent tous en Israël. C'est le but, que tout le peuple d'Israël habite en terre d'Israël. Nous devons tous vivre nos vies ici. Cette vague d'immigration, la plus importante depuis l'effondrement de l'Union soviétique au début des années 90, ne réjouit pas seulement les mystiques, mais aussi les économistes. Une divine surprise pour un pays confronté à une pénurie de matières grises. Presque la moitié d'entre eux sont diplômés de l'enseignement supérieur. La plupart des autres ont une formation de technicien ou l'équivalent. Et c'est exactement pour cela que nous avons besoin de ces gens. Dans le secteur de la haute technologie, ils envisagent de faire venir des travailleurs de l'étranger. Et voilà que des milliers de travailleurs arrivent en Israël avec l'intention d'y rester. Cela tombe très bien. C'est désolant que cela se passe dans ces conditions. Qu'il n'y ait pas de malentendu, on aurait aimé les accueillir autrement. Mais puisque c'est ainsi... Plus d'1 million de russophones vivent déjà en Israël. Ils possèdent leur propre commerce, leurs partis politiques, leurs médias. Une terre d'asile presque familière pour les réfugiés, qui peuvent compter sur la solidarité de leur communauté. Il y a tellement de citoyens originaires d'Ukraine qui veulent apporter leur aide. Cela crée une atmosphère peut-être plus familiale, plus chaleureuse que dans un autre pays. On se sent comme au pays ici. C'est agréable d'entendre une langue connue. Dans la situation dans laquelle nous sommes empêtrés, c'est tellement difficile moralement. Alors évidemment, quand on rencontre des gens de notre patrie, c'est plus facile, cela nous apaise. Mi-mars, des milliers d'Ukrainiens d'Israël se sont rassemblés au centre de Tel Aviv pour soutenir leur pays et écouter leur président s'adresser à la Knesset par visioconférence. Ce n'est pas une guerre lointaine pour eux, car ils ont tous des proches sous les bombes russes.
En tant qu'Israélienne, je comprends la position du gouvernement, mais je sais que beaucoup d'Ukrainiens n'ont pas où aller. J'ai beaucoup d'amis qui sont allés en Europe ou dans l'ouest de l'Ukraine, et ils n'ont pas de travail, pas d'argent pour vivre. Je suis désolée que tous les Ukrainiens ne puissent pas venir ici, mais bon. Dans son discours, Volodymyr Zelensky a comparé l'invasion russe avec les massacres nazis qui ont décimé les Juifs ukrainiens durant la Seconde Guerre mondiale. Ces propos ont fait scandale dans le pays, mais pas dans la communauté ukrainienne, qui évoque sans cesse la Shoah pour pousser Israël à soutenir plus clairement l'Ukraine. Le peuple ukrainien attend du peuple juif qu'il se rappelle ce qui s'est passé, qu'il se comporte comme un peuple ayant survécu à l'Holocauste, qu'avec un esprit de compassion, ils aident un peuple qui a besoin d'aide. À la fin du rassemblement, les manifestants ont chanté les deux hymnes nationaux, celui d'Israël et celui de l'Ukraine, comme pour lier encore davantage le destin des deux peuples. C'est sur ce sujet que s'achève cette nouvelle édition d'Arte Reportage. La semaine prochaine, nous nous pencherons à nouveau sur l'Ukraine, bien sûr, mais pas seulement. Et vous retrouverez William Irigoyen. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de nous avoir suivis. Merci et à bientôt.